Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité régionale 100% alsacienne, c'est 24 heures en Alsace. Installez-vous confortablement avec un gros programme ce soir. Nous serons nombreux autour de ce plateau, on va parler d'un festival de musique sacrée où des ensembles de différentes religions vont jouer dans les lieux de culte des uns et des autres. Ça s'appelle les Sacrées Journées, c'est à Strasbourg, Colmar et Saverne notamment, ces prochains jours de jeudi à dimanche. Le salon Festivitas, ça c'est du côté de Mulhouse. Ce week-end également, voyage mais aussi vin et gastronomie sont au programme avec une forte touche régionale et un gros menu. On en parlera avec son organisateur. On parlera football évidemment comme chaque mardi avec Sabrina Keller et son invité Jean-Luc Filzer, la voix du stade de la Méno depuis 25 ans maintenant. Et évidemment en fin d'émission l'actualité de Chap avec Tanguy Flores, focus notamment sur Jean-Georges Klein, l'un des doubles macarons Michelin de la région. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. Mon corps est-il à moi? C'est le thème du 9e Forum européen de la bioéthique. Il a ouvert ses portes ce matin et jusqu'à la fin de semaine, 10 000 visiteurs devraient assister et participer aux conférences et débats à Strasbourg. La mer est loin et pourtant il y a de gros besoins à pourvoir en Alsace. En termes de sauveteurs, une soixantaine de candidats se sont donc jetés à l'eau ce matin pour tenter de décrocher le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Et puis profession conteuse, vous découvrez en images Muriel Bloch, pour qui les contes sont plus que des histoires, des voyages. Mais on commence tout de suite avec du foot. Dernier entraînement pour le Racing Club de Strasbourg à la veille de la demi-finale de la Coupe de la Ligue qui l'opposera à Bordeaux. Ça se passera à la Méno. Les Strasbourgeois tenteront de s'imposer une deuxième fois contre les Bordelais après leur victoire à l'arraché samedi en championnat. Le match se jouera à guichet fermé et pour ceux qui ont un billet, le match initialement prévu à 21h a été annoncé à 18h45. On écoute tout de suite le coach du Racing. On a de la réussite en ce moment, on fait tout pour l'avoir, mais on l'a quand même alors qu'il y a des moments où tu l'as pas. Je sais que c'est un match particulier, les matchs de coupe, c'est toujours des matchs un peu spéciaux. C'est des matchs qui sont souvent fermés, et puis soudain sur un truc, sur une étincelle, ça peut partir complètement en live. Pour nous, c'est une embellie parce qu'on ne pensait pas se retrouver là, donc on est très content de ça, mais on ne va pas non plus rouler des mécaniques parce qu'on est en demi-finale, quoi. Demi-finale, t'as rien gagné encore. C'est du 51-49 dans le sens où on reçoit, voilà, mais c'est pas parce qu'on a fait 2 matchs contre eux et qu'on les a battus qu'il y a vraiment une différence dans les équipes. Quand je regarde l'effectif de Bordeaux, je me dis qu'il y a du matériel, quoi. Les 4 demi-finalistes aujourd'hui peuvent rêver d'aller en finale, voilà, et surtout de la gagner. Bordeaux, c'est une équipe très solide et costaud. C'est très difficile pour gagner la même équipe entre les 4 jours. Mais cette année, cette équipe, nous sommes capables de tout. Et si tout le monde donnait 100% et tout le monde restait concentré, nous sommes capables de tout. L'occasion aussi pour le Racing Club de Strasbourg de présenter son nouveau joueur recruté hier pour compenser la blessure de Jonas Martin. Il s'agit du milieu de terrain Sanjin Persic. L'ancien joueur de Rennes évolue depuis le début de saison à Levante en Espagne où il est sous contrat jusqu'en 2021. Et on l'écoute. J'ai beaucoup d'attaches avec Strasbourg et le club et la ville parce que d'une part, je suis natif de Belfort, donc j'ai fait toutes mes classes à Sochaux. Quand j'avais 18 ans, lorsque j'étais en CFA avec Sochaux, j'ai affronté Strasbourg en CFA. Donc de voir aujourd'hui où se trouve le Racing, c'est une progression assez exceptionnelle de voir comment le club a bien travaillé et surtout la progression qui a été d'année en année.
En Alsace, on n'a pas la mer, mais on a des piscines et des plans d'eau quand même. Autant de lieux à sécuriser, mais il y a actuellement une pénurie de sauveteurs en Alsace. Alors plusieurs sessions d'examen sont organisées en ce moment pour passer le brevet national de sécurité et sauvetage aquatique. Cécile Motz a assisté à une épreuve ce matin. Ça se passait à la piscine de la Kibitzenau. Candidat, prêt ? Nager 250 mètres avec palme et tuba, récupérer un mannequin au fond de la piscine ou encore porter secours à un noyé. Autant d'épreuves affrontées ce matin par 61 Alsaciens, qu'ils soient étudiants en reconversion professionnelle, médecins ou juste amoureux de la natation, tous souhaitaient obtenir le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ça fait depuis mes 5 ans que je fais de la natation et du coup c'était une suite logique pour moi de passer ce diplôme et c'est également la demande en France qui existe pour le sauvetage aquatique et c'est aussi pour la sécurité de l'emploi parce que c'est un métier qui connaît quasiment pas le chômage. Je nage pas mal de fois par semaine et c'est vrai que le BNSSA ça va me permettre de si jamais je trouve pas tout de suite un travail après mon stage de deuxième année de master, travailler l'été pour avoir un petit revenu. Mon objectif c'est principalement déjà d'avoir ce diplôme pour pouvoir m'inscrire au diplôme suivant. Et après, au sein des entraînements de triathlon, c'est vrai que c'est un plus maintenant, puisque au niveau responsabilité, on est quand même amené à avoir quelqu'un qui surveille. Tous les ans, 3 sessions d'examen sont organisées, car même si la mer est loin, le Bas-Rhin ne manque pas de piscines et plans d'eau ou gravières à surveiller. 59 exactement nécessitent des professionnels et justement il en manque. L'année dernière, 10 postes n'ont pas été pourvus. On parle beaucoup de la surveillance en été, sauf que les gens sont formés et ont leur diplôme déjà plutôt en janvier-février. Donc il est important pour nous d'anticiper. On embauche grosso modo dans le département du Bas-Rhin une bonne centaine de BNSSA en été. Ça peut être uniquement un job d'été, pour le dire simplement, et travailler 2-3 ans de suite sur les plans d'eau en été dans le Bas-Rhin. Mais ça peut être aussi également une étape pour avoir un diplôme professionnel qui permet d'en faire son métier toute l'année et d'être embauché dans une collectivité territoriale pour être maître nageur sauveteur et enseigner la natation, surveiller les activités aquatiques. Dans le Bas-Rhin, 4 organismes proposent des formations pour s'inscrire à ces épreuves. Ce matin, une cinquantaine de candidats ont réussi l'examen. Le 9e Forum européen de la bioéthique a débuté hier soir à Strasbourg avec pour objet une question, mon corps est-il à moi ? Jusqu'à samedi, de nombreuses conférences et débats se tiendront entre l'Aubette notamment et la librairie Kléber. Plus d'explications avec Adeline Piron et Camille Roland. Un rendez-vous pour débattre, un rendez-vous pour se questionner, c'est tout l'enjeu du Forum européen de bioéthique. Il rassemble citoyens et experts pour discuter des avancées technologiques et biomédicales. Objectif, se faire son propre avis. Le but, c'est de faire en sorte que les gens qui s'intéressent puissent s'approcher de la complexité de ces thèmes. On n'est pas dans la banderole, on n'est pas dans le slogan, on n'est pas dans le diktat d'une religion ou d'une autre. On est dans des Français s'assoient pour comprendre mieux et avoir un avis qui soit plus étayé parce qu'ils connaissent plus de choses. Depuis sa première édition en 2011, le forum et ses thématiques ont évolué à l'image de la société. Ainsi, mon corps est-il à moi ? C'est une question au cœur de l'actualité qui a été choisie comme thème cette année. Si mon corps m'appartient, je peux par exemple le louer pour une grossesse pour autrui. S'il ne m'appartient pas, on peut m'interdire de le faire. Si mon corps m'appartient, je peux par exemple me faire payer pour faire des essais cliniques et thérapeutiques sur des nouveaux médicaments, ce qui est autorisé actuellement en France, un des paradoxes. Et donc les débats, ça va être l'expérimentation sur l'être humain, tout ce qui est reproduction, mais tout ce qui est philosophique. Par exemple, il y a un débat sur le miroir en ce moment qui se déroule derrière nous. Eh bien, toute cette analyse de mon corps, est-ce que je peux me prostituer ? Est-ce que je peux décider d'utiliser l'IVG comme une contraception et venir chaque fois que je suis enceinte pour une IVG ? Toutes ces questions vont être interrogées avec chaque fois des experts renommés dans le pays pour essayer d'y répondre. Pour les Strasbourgeois, c'est l'occasion d'écouter et de débattre avec des spécialistes venus de toute l'Europe. Miroir, mon beau miroir, la question du contrôle de son reflet était sur la table ce matin. Et cette maîtrise peut aller jusqu'à l'obsession. Si on a une insécurité interne
qui est liée à notre histoire, aux événements de notre histoire, à notre biographie. Si on a une insécurité interne, on va rechercher une sécurité à l'extérieur. Et le SOSUS qui nous dit qu'il faut nous habiller comme ça, qu'il faut nous montrer comme ça, si on y répond, si on s'y conforme, on peut avoir cette sécurité extérieure. Mais que si c'est en excès, ça témoigne d'un besoin qui est lié à une insuffisance interne. Ouais. Donc il faut soigner son intérieur, pas simplement son extérieur. Ce forum, c'est 50 heures de table ronde, une centaine d'intervenants, entre 8 000 et 10 000 personnes pour débattre autour de thèmes de société. Et dans la salle de l'Aubette, l'assistance était captivée. Ces débats, je dis au pluriel, sont extrêmement intéressants et importants. Et je participe chaque année à ce forum sur des thèmes divers et c'est toujours absolument passionnant. La question du corps est absolument essentielle. C'était tout à fait interpellant pour moi, les avis divergents des uns et des autres orateurs. C'est un thème important parce que c'est à la fois le problème de la greffe, c'est le problème du regard sur l'autre. Enfin, il y a eu plein de choses, d'ailleurs, peut-être presque trop, parce que sur ce thème, on peut dire beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un thème qui parle d'une certaine manière à tout le monde. Avis aux intéressés, une vingtaine de rendez-vous sont programmés jusqu'à samedi, l'occasion d'évoquer l'IVG, le consentement sexuel ou encore le changement de genre. Elle a fait des contes sa vie. Muriel Bloch conte et raconte depuis plus de 30 ans. Quelque part à mi-chemin entre l'écrit et l'oral, le conte est une histoire de transmission et il est loin de s'adresser uniquement aux enfants. Rencontre à Paris avec Nora Bouriois. Dans un village de Sibérie vivait une jeune fille prénommée Ayoga. Elle était si belle qu'il n'en existait pas de plus belle au monde. Elle-même en convenait et passait ses journées à se regarder dans l'eau. Muriel Bloch est conteuse. Le coup de foudre s'est produit il y a 30 ans. Depuis, elle raconte des histoires traditionnelles qu'elle recycle à sa façon ou des nouvelles et des récits de son invention. Ma problématique n'est pas un choix entre des histoires traditionnelles ou des histoires modernes. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mon choix, c'est quelles histoires traditionnelles je peux raconter qui apportent un éclairage sur notre modernité, sur notre monde d'aujourd'hui. Née à Paris dans une famille d'origine alsacienne juive, Muriel Bloch se décrit comme une conteuse nomade. Elle se nourrit de ses nombreux voyages pour raconter des histoires et trouver de l'inspiration. Pour elle, raconter, c'est aussi faire voyager. Moi, j'ai besoin d'aller voir ailleurs pour comprendre si je raconte un conte venu d'Afrique de l'Ouest, ne parlant pas les langues africaines, mais me sentant proche de certains de ces récits qui me touchent. J'ai besoin d'aller regarder les paysages, écouter les gens parler, manger les nourritures, sentir les températures, le climat, la façon de marcher. Oui, pour raconter. Muriel Bloch s'intéresse avant tout aux traditions orales, mais pour s'inscrire dans la chaîne de transmission, elle a aussi publié une trentaine de contes chez différents éditeurs. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Certes, ce n'est pas le Michelin, mais voilà qui va remonter le moral de la gastronomie alsacienne. La Villa Lalique fait son entrée dans le club très fermé des grandes tables du monde. Ils ne sont que 181 sur la planète, contre 626 étoilés Michelin rien qu'en France. Et 4 sont désormais en Alsace. La Fourchette des Ducs, le Chambard, l'Auberge de Lille bien sûr, et maintenant la Villa Lalique. À noter que ce sont des grands chefs eux-mêmes qui ont créé cette association, dont le logo a été dessiné sur une nappe par Jean Cocteau. Et on parlera de Jean-Georges Klein et de la Villa Lalique tout à l'heure avec Tanguy Flores qu'on va accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup Anna, on vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour les infos. Tanguy Flores avec qui on va parler donc entre autres dans le chat de cette Villa Lalique. Sabrina Keller, Jean-Luc Filzer, venez nous rejoindre. On parlera avec vous tout à l'heure football évidemment. Et nos deux autres invités, on va parler du salon Festivitas à Colmar avec...
Daniel Fechting, venez, entrez. Et des sacrées journées avec Michel German dans un instant. Série de concerts de jeudi à dimanche. On en parle juste après la météo de cette journée de demain. C'est avec Célia. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyages au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver exceptionnellement pour votre météo du mercredi 30 janvier. Regardons ce que nous réserve le temps. Et en matinée, c'est un temps enneigé qui nous attend sur l'ensemble du territoire transfrontalier. La neige est un petit peu partout et les températures, quant à elles, sont en baisse. Regardez, des températures négatives sur l'Alsace, moins 3 degrés, sur Saverne ou encore Wissembourg, moins 2 degrés pour Strasbourg et Colmar, la maximale du territoire, 0 degrés, ce sera pour Mulhouse. Mercredi après-midi, ça s'arrange un petit peu, notamment pour le centre Alsace, toujours pas mal de passages nuageux sur Strasbourg, quelques rayons de soleil pour les chanceux si vous êtes du côté de Colmar, de la pluie pour Mulhouse et toujours un temps plutôt enneigé pour le nord du Bas-Rhin. Les températures, quant à elles, en après-midi, elles grimpent légèrement 2 degrés, ce sera pour Wissembourg, 3 degrés pour Mulhouse ou encore Saverne, 4 degrés la maximale du territoire de Strasbourg à Colmar. Jetons un œil sur vos prévisions de jeudi maintenant et le retour du soleil, notamment pour le centre et le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Toujours quelques passages nuageux, mais avec quelques éclaircies tout de même pour le Bas-Rhin et le sud de la région du Bade-Wurtemberg. Un temps qui reste très nuageux et plutôt humide pour le Haut-Rhin ou encore le nord de la Suisse, avec une moyenne de 4 degrés en Alsace, 3 pour la région du Bade-Wurtemberg et 5, ce sera pour le nord de la Suisse. Mercredi 30 janvier, nous fêterons les Martines. Le soleil se lèvera à 8h01 pour se recoucher à 17h23 et on gagne encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à très très vite. Salut! Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et on va parler musique sacrée ou spirituelle, en tout cas avec Michel German ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président des Sacrées Journées, un événement, d'une série de concerts de jeudi à dimanche, une dizaine de concerts. Le principe, on peut le rappeler en introduction, mais il va déjà poser un petit peu le... C'est être en un concert, là, en une soirée, on a 3 formations musicales différentes et de 3 religions différentes. Qui se produisent. Alors, il y a certains dans des salles de concert, mais la plupart de ces concerts sont dans des églises, synagogues, mosquées, pagodes. Et effectivement, je remercie ceux qui nous accueillent dans ces lieux, et c'est permettre aussi dans ces lieux où il y a la spiritualité qui s'exprime, mais qui est aussi la musique, le chant qui élève l'âme. Le principe, c'est évidemment de se rencontrer, de se confronter, de casser un petit peu des barrières. C'est justement que les juifs ne se retrouvent pas avec les juifs, les chrétiens avec les chrétiens, ou les athées avec les athées, mais c'est effectivement que des gens se rencontrent et ceux qui viennent et ceux qui se déplacent, l'an dernier on était 5000, ceux qui se déplacent effectivement à ces concerts viennent pour écouter des chants et ensuite souvent restent et à discuter après ou à partager un peu même les ressentis et les vibrations qu'ils ont pu vivre. C'est la 7e édition de ce festival. Est-ce que après l'attentat du 11 décembre, ça a une résonance particulière? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, cette année, ça donne une touche, entre guillemets, enfin une atmosphère particulière? C'est vrai que ça sera d'autant plus à affirmer qu'il faut oser la fraternité, l'oser concrètement à travers ces réalités. C'est important pour nous. On aura une dédicace pour Bartek qui était avec nous pendant un certain nombre d'années comme bénévole aussi. Une des victimes de l'attentat du 11 décembre. Une des victimes, oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus important parce que je crois que le modèle qu'on vit en Alsace, à Strasbourg, est un modèle qu'on peut aussi montrer et exporter ailleurs. Et il faut qu'on puisse l'affirmer. C'est vrai qu'on a vécu des déchirures, des deuils, mais il y a aussi maintenant à s'élever et se redresser. Ça donne des images tout au long de ces 4 jours, comme celle-ci. Regardez, c'est une chorale orthodoxe qui s'appelle Accord, qui chantait lors d'une édition précédente à la Grande Mosquée de Strasbourg. Est-ce que c'est difficile de convaincre les responsables religieux, les lieux de culte, les croyants parfois d'accueillir comme ça des
des groupes ou des formations artistiques d'autres religions, ou c'est devenu normal aujourd'hui? Il faut du temps, il faut le reprendre, il faut en rediscuter, expliquer, entendre aussi quelles sont les exigences des lieux. Et au bout d'un moment, on y arrive. On y arrive parce qu'il y a une volonté commune, une volonté des lieux qui nous accueillent, une volonté aussi de la mairie, de ceux qui nous soutiennent, des collectivités locales. Et il y a effectivement un désir profond aussi du public qui vient. Est-ce qu'il y a de la musique dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités? Et surtout, est-ce que tout se prête à ce genre d'événement? Est-ce qu'on peut ramener n'importe quoi à Strasbourg et le présenter en concert comme ça? On a de la musique dans toutes les traditions, ça c'est clair. C'est sans doute qu'il y a la partie où on parle de l'esprit, mais quand on parle de l'âme, c'est la musique, c'est le chant qui va jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut amener? Il y a différents points. Non, je pense que on va voir comment le klezmer va jouer en fin de compte, qu'on retrouve dans des concerts plutôt laïques en dehors et qui va jouer dans la synagogue dimanche soir. On va voir, mais à côté de chants, de musique musulmane aussi, et d'un pianiste chrétien qui reprend des travaux de Beethoven, mais aussi du Philip Glass. Il y aura effectivement un certain nombre de chants séfarades qu'on va retrouver chez des musulmans. Je crois c'est toujours étonnant ces mélanges? Le public est étonné, et même nous-mêmes, on est étonnés. On a eu une proposition hier qui était d'une chorale juive libérale, mais qui souhaite faire un travail en commun avec les deux autres artistes. Alors on a lancé la partition, on va voir si ça va se faire, mais il y a effectivement des surprises, et il y a eu des grands moments où effectivement trois chanteuses de trois religions différentes ont réussi à trouver une même unité de chant. L'idée, c'est ça, c'est que c'est 3 jours de festival. On rappelle que ça se passe à Strasbourg, à Colmar, à Saverne également. Il y a des événements. Que ça soit un point de départ aussi, que on ne se limite pas à ces 4 jours, c'est continuer de créer des liens, qu'il y ait une suite à ça aussi. C'est vrai, et jusqu'à présent, c'est resté sur le temps d'un festival. On souhaite effectivement développer sur l'année différents petits moments de rencontre, entre autres du côté architecture, et poser la question architecture et sacrée, mais aussi aller vers les lycéens, vers les collégiens, et que des artistes puissent aller rencontrer des artistes de différentes traditions. On va voir un moment à Colmar ou à Saverne assez intéressant avec Kinan, et qui est chrétien oriental de Syrie, et de Fauzi qui vient d'Irak, et ces deux vont chanter ensemble. Ils ont fait une création. On arrive de plus en plus sur une création. Vincent Affolder en prépare une pour la synagogue. C'est des artistes qui font aussi des propositions. Si ça se passait comme ça partout dans le monde, ça irait mieux. Ah bah, ça changerait le visage du monde, et c'est un peu pour ça aussi qu'on a celui qui nous soutient, c'est Plantu, qui vient demain soir, donc mercredi, et qui vient avec un dessin particulier qu'il a dédicacé aux Sacrées Journées. Alors lui, c'est à travers les crayons qu'il veut créer la paix. Nous, c'est à travers les chants, la musique qu'on veut créer cette fraternité, la paix de manière concrète. C'est une jolie pierre apportée à ce gros édifice à construire. Merci beaucoup en tout cas pour cet événement de jeudi à dimanche à travers toute l'Alsace, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Toutes les infos, le programme et la billetterie sur le site sacréjournée.eu. Merci beaucoup Michel Germain, vous restez bien sûr avec nous. On va parler football. Je ne sais pas si vous êtes football. Elle en tout cas, elle est complètement football. Sabrina Keller, c'est femme de foot comme chaque mardi, et c'est tout de suite. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Alors dans Femmes de foot, il y a souvent des femmes avec vous, Sabrina, mais c'est un homme aujourd'hui, ouais, et pas n'importe lequel. C'est pas n'importe quel homme, Mathieu, vous avez raison. Donc déjà, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je reçois un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection. J'ai mis amour, je ne peux pas lui dire ça, je ne peux pas lui faire une déclaration. Sabrina, mais je suis un peu limite quand même. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup parce que c'est un homme de cœur, un timbre de voix aussi, qui est devenu indissociable du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Jean-Luc Filzer, bonsoir. Bonsoir. Oui, non, mais c'est vrai. C'est gentil, merci. Super mec. Vous êtes l'ambianceur de la Méno depuis 22 ans maintenant. Au départ, c'était prévu une soirée. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous restiez 22 ans et plus?
J'espère plus surtout, oui, mais ce qui s'est passé, c'est que ça date de 97, à l'époque du rachat du club par le groupe McCormack, et puis il y avait avant moi un speaker emblématique aussi qui s'appelle Patrice Arquette, qui s'appelle toujours, puisqu'il est toujours en pleine forme, et puis souvent quand il y a des rachats de boîtes, il y a des valises, et puis on met des gens dedans, et c'était pour faire plaisir à Thierry Wedling, que vous connaissez bien aussi. Je lui ai dit, ok, je te fais ça un match, et puis après tu m'oublies, et puis un match est devenu puis ça devait être une dépanneuse. C'était un Strasbourg-PSG C'était un Strasbourg-PSG qu'on avait perdu d'ailleurs 3-0. Bon, je dois avouer que j'ai pas fait le malin, j'étais un petit peu sur le bord de terrain, parce que succéder à Patrice, c'était pas vraiment facile, parce que voilà, c'était le premier qui a quand même un peu amené ce côté animation sur le terrain et une réelle communion avec le public. Donc lui succéder, c'était pas forcément facile, mais oui, ça fait depuis septembre 97 que ça dure. Voilà, comme quoi, tout peut arriver dans la vie. Vous avez tout connu avec le Racing, du coup, vous devez avoir soit un bon cardiologue, soit un cœur solide, parce que vous avez vécu quand même des moments un peu compliqués et des moments magnifiques. C'est quoi pour vous les plus beaux moments? Est-ce qu'on peut dissocier le speaker du supporter? Il y a deux moments où les deux sont liés. Non, quand on est speaker d'un club de foot qui plus est pro, et je le vois avec tous mes petits copains qui officient ailleurs en Ligue 1, on est forcément, avant d'être speaker, on est supporter. Alors c'est quoi ces deux moments? Si on avait... Non, il n'y en a pas deux. Je veux dire, moi, je suis un vrai supporter. Demain, vous me demandez d'aller animer un match au Parc des Princes, je ne pourrais pas le faire parce que je ne suis pas supporter du PSG, ou à l'OM, ou à Guingamp, ou à Caen. Je crois que chacun est supporter de son propre club. Après, il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut qu'on soit un peu sur la réserve, les contraintes qui sont imposées. Non, parfois, ils se lâchent quand même. Parfois, Ils sont se fait taper sur les doigts, parfois. Oui. Parce que le délégué, vous... Oui, c'est arrivé. Mais bon, après, avec l'âge, ça s'agit un tout petit peu, on devient un peu moins foufou qu'on a été. Mais oui, je me suis déjà fait taper plus d'une fois sur les mains par les délégués de la LFP, bien sûr. Mathieu Tanguy, vous savez qu'il prépare en fait ses matchs comme un joueur. Il y a des coulisses. Il n'arrive pas juste en bord de terrain avec son micro. En deux petits mots, vous arrivez à quelle heure au stade? C'est en général entre 3h et 3h30 avant le match, parce que c'est vrai que ça se prépare. On a en face de nous un public, c'est un peu comme vous qui préparez votre émission de télé, vous venez pas les mains dans les poches. Enfin moi oui, Tanguy, je sais pas, moi je prépare. Tanguy vient les mains dans les poches. Moi j'ai les fiches de Mathieu. Mais il y a quelqu'un qui les prépare et c'est ça qui est important. Je pense qu'on a en face de soi un public qui mérite qu'on le respecte, et je pense que si ça se passe bien aussi comme ça, c'est parce qu'on respecte ces gens-là, et quand on respecte les gens, on n'arrive pas les mains dans les poches. Voilà, donc ça se prépare, on se met dans l'ambiance, on se promène dans les coursives. Donc scoop, Jean-Luc Filzer travaille. Vous êtes une vraie star, Jean-Luc, pour le public vous adore. Les joueurs aussi, on a vu des images, on va les voir, vous leur faites des gros bisous. Comment on vit cette notoriété, monsieur Filzer? Avec l'expérience, alors déjà bien, parce que c'est toujours agréable d'être, entre guillemets, apprécié des gens. Et c'est vrai qu'on on voit les photos, c'est vrai qu'avec les joueurs, il y a ce côté proximité. Mais je crois qu'il faut savoir garder les pieds sur terre, et ça, c'est l'expérience aussi. Je crois que j'ai tendance à dire qu'au Racing, et depuis 22 ans, il n'y a qu'une seule star, c'est l'équipe. Et on le voit bien, et je ne dis pas ça parce que j'ai en face de moi l'épouse de mon président. Je suis la présidente de l'association. Mais je crois que c'est vrai, je crois qu'il faut garder les pieds sur terre. Il n'y a qu'une seule star à la Méno, c'est l'équipe. Après, c'est toujours gratifiant. C'est vrai qu'on fait beaucoup de selfies, c'est vrai que ça fait plaisir. Je vous mentirais si je disais le contraire. Et alors, il y a ce fameux « Merci de rien » qui est devenu mythique. C'est en deux mots, c'est né de quoi? C'est né tout simplement, je crois qu'il ne faut pas toujours vouloir inventer l'eau chaude, il suffit d'ouvrir le robinet et attendre qu'elle vienne. J'ai apporté ça du Bayern de Munich, j'étais un jour avec un ami voir un match au Bayern, dans l'ancien stade du Bayern, et quand j'ai entendu ça, le speaker faisait ça, j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et avec les associations de supporters, notamment les UB, avec Kenny, parce que je crois qu'il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient, avec Kenny on a monté ça, on a mis un peu de temps pour le mettre en place, et puis ça s'est fait, et puis avec la descente aux enfers du Racing, une nouvelle génération est arrivée au moment du CFA2, et ces gens-là se sont complètement appropriés ce merci de rien que la France entière du football nous envie. Jean-Luc, vous êtes aussi et surtout un homme de cœur, c'est aussi pour ça que je vous invite. D'ailleurs, un des premiers hommes à avoir adhéré à Femmes de Foot, toujours prêt à venir nous aider pour nos conférences, pour nos événements, gratuitement bien sûr. C'est important pour vous l'engagement associatif ?
C'est important, je pense que on fait des lois qui servent à rien. Je pense qu'il faudrait faire une loi où on oblige les gens qui sont bien portants, qui sont en bonne santé, qui ont des situations plus ou moins sympathiques, de s'engager pour les autres. Parce que j'ai toujours tendance à dire que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé, d'avoir de bonnes situations. Nous, on a cette chance-là. Et si en plus, avec la neutralité qu'on peut avoir, et vous et moi et d'autres, on peut l'apporter aux autres, je pense que ça devrait être une obligation. Ça, c'est un beau message à faire passer. Votre vie, elle est dédiée, somme toute, à tous les footballs, hein, parce que vous êtes aussi directeur marketing de la Ligue d'Alsace. On a vu, hein, vous êtes speaker, et vous êtes aussi auprès des jeunes de Dingsheim. Ça vous apporte quoi, ce monde amateur, ces jeunes ? Ça apporte déjà beaucoup de plaisir, et puis ça permet surtout de garder les pieds sur terre. Parce que c'est vrai que quand on voit un gamin de 6, 7, 8 ans jouer au football et donner la possibilité dans un petit village à l'entrée du Korsberg de s'adonner à sa passion, voilà, c'est juste du plaisir. Et c'est pas pour occuper les quelques heures de temps libre qu'on peut avoir le samedi ou le dimanche, mais c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur de voir évoluer tous ces gamins et de leur apporter un tout petit quelque chose. Est-ce que vous savez, je vous le dis, vous appelle le Ronaldo de Dingsheim. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on a appris ça. Démonstration. vous avez, en 2 mots, vous avez créé les 24 heures de la SDG, 2e édition, ce sera au mois de juin, 29 et 30 juin. En 3 mots, on vous réinvitera pour... C'est gentil. Non, mais en 2 mots, c'est un match de foot solidaire pendant 24 heures où, par tranche de 4 heures, entre 250 et 300 joueurs vont jouer les uns contre les autres. Ce seront les blancs contre les rouges. Hein. Les rouges contre les blancs, puisque ce sont les couleurs de la Dingsheim, sinon je vais me faire taper sur les doigts par les 2 maires. Et voilà, l'objectif, bien évidemment, c'est de récolter des fonds, parce qu'on le fait à la fois pour animer le village, pour animer le club, mais aussi pour la bonne cause. Et cette année, on a choisi comme cause de soutenir la lutte contre le cancer du sein en association avec Femmes de Foot, parce que je crois qu'on est tous concernés de près ou de loin par des jeunes filles ou des femmes qui peuvent être atteintes de cette maladie. Et si on peut aider avec cette action à permettre un meilleur confort à toutes ces femmes qui sont du côté de Pierre, ce sera avec plaisir. Je vous confirme que ça nous aide. Une dernière question, votre pronostic pour demain? Alors, j'en fais jamais parce que... Mais je ne pouvais pas poser ça au président la semaine dernière, donc je me rattrape avec vous. Mais je pense que jamais 203. Donc, on a battu Bordeaux au match aller, on les a battus samedi, donc jamais 203. Et puis, de toute façon, je suis incapable de donner le Racing autrement que gagnant. Donc, allez, un petit 2-1 pour le fun, quoi. Et ça sera très bien. Rendez-vous 18h45 à la Méno pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Vous serez évidemment sur la pelouse et dans les oreilles des 2 fois... dans 50 000 oreilles demain. Je peux quand même lui dire un truc? Très vite. Merci. De rien. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On va parler beaucoup gastronomie du côté de Mulhouse avec le salon Festivitas et avec Tanguy Flores. J'en perds mon stylo du côté de la Villa René Lalique. Tout ça juste après cette page de pub. À tout de suite. Retour en plateau et toujours en direct dans 24 heures en Alsace. On va parler d'un événement plaisir ce week-end à Mulhouse, vendredi, samedi et dimanche. Bonsoir Daniel Fechting. Bonsoir. Vous êtes organisateur du salon Festivitas. Ça se passe au Parc Expo décidément. Un salon original sur le concept puisque vous mêlez voyage et gastronomie au sens large, vin et puis avec des chefs de la région, tout ce qui est autour de la bonne table. Le concept peut paraître étonnant au départ, mais vous avez vous adressez maintenant plus de 20 000... Tout à fait. On a essayé en fait... une recette qu'on a créée nous-mêmes, à savoir associer 2 thématiques totalement différentes. D'un côté, le tourisme, le loisir et les voyages, et de l'autre côté, la gastronomie, les saveurs et les vins. Et on ne savait pas trop où on allait, et puis on s'est rendu compte assez rapidement que ça marchait bien, et que finalement, c'est un salon qui s'est bien installé, puisqu'on en est à la 9e édition. À Mulhouse. Et c'est plus de 20 000 23 visiteurs 500 visiteurs. Sur 3 jours. Donc ça fait de nous maintenant le premier événement de ce type dans la région. Et c'est vrai qu'on est dès le départ parti sur un côté qualitatif, que ce soit au niveau du voyage, mais aussi au niveau de la restauration et au niveau des vins aussi, puisque par exemple tous les vignerons qui seront présents sont des vignerons récoltants producteurs. Et justement, ces vignerons, est-ce qu'ils viennent de la région, du monde? Parce que vous parlez de voyage, donc on se dit, il y a des vins étrangers automatiquement chez vous? Alors, on a plein de choses très différentes. On n'a pas beaucoup de temps pour aller dans le détail. Donc, effectivement, on a les vins français. On a une 60aine de vignerons de toutes les principales régions françaises, des Italiens, des Espagnols. Il y en a des trucs très sympas. On aura par exemple du champagne brésilien.
C'est quelque chose de... Je ne sais pas si vous en avez bu, moi, jamais. Donc on va découvrir Mais vous ça. avez ramené, heureusement, tout à l'heure. Voilà. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert du vin orange d'Europe de l'Est. C'était c'est vrai. extraordinaire. Voilà. Et là, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas ça ici en Alsace? Il y en a un tout petit peu, mais alors c'était génial. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Il faut ramener toujours des choses un petit peu, on va dire, décoiffantes, comme... Comme Tanguy. Je ne me serais pas permis. Elle est bien bonne. Je ne me serais pas permis, mais je vous remercie pour la transition. Donc on avait par exemple une édition avec des vins égyptiens. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a C'est eux qui d'excellents l'ont quasiment inventé. vins, absolument, qui ont été cultivés le long du Nil. Ouais, c'est assez décapant. À découvrir tout ça ce week-end. Il y a vin, il y a aussi une grosse page gastronomie, alors avec des stands de produits, mais aussi le pari depuis le départ, c'est de faire venir des chefs, pas n'importe quels, étoilés de la région, qui viennent tenir des restos sur place. Alors en fait, au niveau de la gastronomie, c'est un peu le même concept. On part sur des produits qualitatifs, pas de churros, pardon. Donc ce genre de choses, il n'y en aura pas. Par contre, on a un truc très sympa, on a un espace pique-nique. Ça veut dire que les personnes, les visiteurs qui ne veulent pas forcément passer 1 heure ou 1 heure et demie dans un resto, ils vont acheter une bouteille chez l'Italien, de la charcuterie chez le Corse. Et on s'installe. On s'installe, on leur fournit des couverts, etc. Puis quand on part, il y a quelqu'un qui passe derrière, qui nettoie et c'est reparti. À côté de ça, on a évidemment en matière de gastronomie des choses assez haut de gamme, puisque pour la 6e année, nous avons un accord avec le lycée hôtelier Stork de Guebwiller, qui crée un restaurant éphémère qui s'appelle le S-Cube. Le S-Cube est un restaurant qui comprend en fait les recettes de plusieurs chefs étoilés, dont Marc Eberlin, qui drive tout au long de l'année ces jeunes, et au résultat, c'est bluffant. Et en fait, sur place, c'est les jeunes qui reproduisent les plats absolument. élaborés par les chefs. C'est en fait un restaurant qui est quasiment complet 3 jours après l'ouverture des ventes. Et nous avons rajouté cette année un 2e étoilé, c'est une étoile, c'est Aller, du 7e continent à Mulhouse, qui sera également là. Et à côté de ça, il y aura bien sûr plein d'autres formules, de petites restaurations pour se faire plaisir. Mais encore pour parler des voyages, puisque c'est, comme dit, c'est l'autre pôle. Voyage au sens très large, mais aussi voyage tourisme de proximité aussi. L'idée, c'est qu'il y en ait pour toutes les bourses, entre guillemets, pour tous les budgets. Alors, en fait, on part faire un tour côté gastronomie, on revient en voyage, on part boire un verre, et puis on revient encore. Ça, c'est un peu le principe du salon. Et donc, cette année, en fait, c'est l'Asie qu'on a mis en avant, puisque tous les ans, c'est non pas un pays, mais on va dire une région du monde. Et l'Asie, c'est quand même le continent le plus peuplé au monde. Et là, on va avoir un super plateau avec 60 à 70 exposants asiatiques différents. Ça part de la sitar chinoise, en passant par l'Office du tourisme de Corée, par des démonstrations de tai chi, des conférences, etc. Donc vraiment, celui qui souhaite aller en Asie, il va normalement y trouver son compte. Après, évidemment, le tourisme de proximité, c'est également un aspect très important du salon. Pareil, à lui seul, 60 à 70 exposants. Des choses, on part de A à Z, puisqu'il y a des parcs d'attractions principaux comme Europa Park qui seront présents. Il y a les musées. Pour la première fois, on a tous les musées de Mulhouse. Le musée Pixel de Schiltigheim qui sera là également pour la première fois aussi. Des balades, du Solex dans le vignoble, on aura du parachutisme, on aura de la montgolfière, enfin... Pour tous les goûts et pour tous les... De l'hébergement insolite en allant vers l'hôtel de luxe, en passant par un spa. Tout ça, et t'as retrouvé... ça fait tilt, Sabrina, spa. Vendredi, samedi et dimanche. Il y a match dimanche pour le Racing, mais vous pouvez y aller vendredi ou samedi. Parc Expo de Mulhouse. Voilà, et nous accueillerons également, c'est le dernier volet, puisqu'on a beaucoup parlé sport... Nous n'avons pas de Racing à Mulhouse, malheureusement. Et vous avez les volleyeuses de l'ASPTT. Voilà, j'allais y venir. Les volleyeuses de l'ASPTT seront présentes. Leader du championnat de France. Dimanche après-midi pour une séance de dédicace et présentation de l'équipe. Mathieu va y aller et leur complètement. Du champagne brésilien. Tout à fait, pour trinquer à leur victoire de ce week-end. Daniel Fechtig, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce salon. On va rester dans la gastronomie avec Tanguy Flores du côté de la villa René Lalique. Cette fois-ci, c'est l'actu de Chap. C'est parti. Allez, viens Sabrina, je t'emmène chez René. Tu connais René ? René Lalique. Ah bah ouais, René Lalique à Wingen-sur-Moder, restaurant 2 étoiles Michelin avec à la tête le chef Jean-Georges Klein qui avait 3 étoiles à Larnsbourg avant. Il a récupéré le restaurant fin 2015 et en quelques mois il a eu 2 étoiles d'un coup. Autant dire que là-bas c'est du très
très très très haut niveau. C'est magnifique. Et voilà, c'est juste absolument magnifique. Et sa cuisine est extrêmement précise, extrêmement riche avec des saveurs vraiment extraordinaires. On a passé quelques heures là-bas, il nous a emmenés dans ses cuisines. On a mangé de l'omble chevalier avec une vinaigrette d'épicéa. Pourquoi tu m'emmènes pas? T'étais pas là, t'avais piscine. En gros, c'est des mélanges de saveurs qui explosent en bouche et c'est assez dingue. On l'a rencontré. Regardez, je lui ai demandé son meilleur souvenir d'enfance en cuisine, c'était quoi par exemple? Monsieur Filzer, ouais, c'était quoi? Premier souvenir d'enfance en cuisine? Les Fleischkäse de mon papa. C'est vrai? Toi, Mathieu? Bonne question. Des galettes de pommes de terre. Des galettes de pommes de terre. Ah bah écoutez, le meilleur souvenir, le premier souvenir culinaire de Jean-Georges Klein, et ça a quand même conditionné toute sa carrière. Mon tout premier souvenir de cuisine, c'est peut-être des souvenirs d'enfance de ma grand-mère quelque part, où c'était une mousse au chocolat, paraît-il, que je me mettais devant le frigo et je disais un nom bizarre que personne ne se comprenait, Dodabam, je ne sais pas pourquoi, et ça voulait justement dire que j'avais envie de mousse au chocolat. Si on n'avait pas bien mangé dans notre jeunesse, je crois qu'on ne pourrait pas devenir un bon chef, voire un grand chef. C'est premièrement ce qui est important, comment on y arrive, et c'est le goût, c'est l'association des goûts qui est le plus important. Pour le faire, il faut un bon produit. De toute façon, le choix du produit est primordial. Et puis la troisième chose qu'il faut, c'est un peu d'imagination, un petit peu, voilà. Faire une cuisine évolutive, c'est ça, avoir un peu d'imagination, un peu d'originalité dans son plat et dans son assiette. Et quelque part, le client, quand il fait un menu chez nous, il y a au moins un plat où il a envie de dire « waouh ». Voilà, c'est ça le but recherché. On est forcément locavore parce que quelque part, aussi longtemps qu'on a un bon produit qu'on trouve ici dans notre région, il faut le prendre, ça ne sert à rien d'aller à l'autre bout du monde. Et on travaille beaucoup les herbes et les huiles en décortion. Et par exemple, on a un cueilleur qui nous cueille, suivant les saisons, l'ail des ours, la fleur de sureau, la tanésie, l'épicéa, tout ceci. Il nous cueille ceci et nous, après, on le réutilise pour faire des sauces, des différents accessoires qui tournent autour du produit principal. Tanguy, c'est pas beau tout ça. On y retourne. Allez, on y retourne avec Sabrina cette fois-ci. Ouais. On va parler musique. Oui, avec un clip qui est sorti il y a quelques jours sur les réseaux sociaux avec un jeune groupe qui s'appelle Strass. Un groupe qui s'appelle Strass, voilà, inconnu au bataillon, et pourtant on commence à parler d'eux. Pourquoi ? Tout simplement. Et je voulais absolument en parler ce soir parce que ce sont des adolescentes qui sont placées dans des foyers d'accueil. Ce sont des adolescentes qui sont gérées par le groupe Les Apprentis d'Auteuil. Et ils ont décidé de faire un clip vidéo pour parler justement de cette vie dans les foyers. On a beaucoup de clichés. Pour regarder un petit peu ces jeunes de loin en disant qu'ils doivent être problématiques, pas beaucoup d'ambition, c'est complètement faux. Ils ont fait un clip pour casser un petit peu cette mauvaise vision des gens sur la vie dans les foyers. Les jeunes viennent du foyer du centre Saint-François d'Assise à Strasbourg. Ça se voit sur Facebook et YouTube. Regardez ce petit extrait et franchement, chapeau aux apprentis d'Auteuil. Aujourd'hui, je ne suis qu'une enfant et c'est ensemble que l'on grandit. Alors que je n'avais que 5 ans, on m'a éloigné de ma famille, un grand changement dans ma vie. Oh. Merci beaucoup Tanguy Flores pour ces trouvailles et ces pépites. On vous retrouve mardi prochain. Ciao. Ciao. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau. Jean-Luc Filzer, on vous retrouve demain soir. Vous serez le premier 18h45, l'horaire a changé. Attention, Racing Bordeaux en demi de Coupe de Ligue d'NF Festing. Vendredi, samedi, dimanche au Parc Expo de Mulhouse. Festivitas. C'est vous qui nous accueillez pour le salon Festivitas. Et puis les sacrées journées à Strasbourg de jeudi à dimanche. Pas qu'à Strasbourg d'ailleurs. À Colmar et à Saverne également. À Saverne aussi. Oui. Et toutes les infos sur le site internet de tout ça. Sabrina Keller, vous retrouvez évidemment mardi prochain avec un nouvel invité. Avec plaisir. Et on va prendre la direction du Sungo, direction rencontrer des jeunes en service civique du côté de la médiathèque d'Altkirch. Donc, toute cette première rangée, c'est les romans.
Adieu. Aujourd'hui, Stéphanie anime en solo pour la première fois une visite de découverte de la médiathèque du Sungo. Depuis 3 mois, la jeune femme est en service civique au sein de cette structure. Comme beaucoup de jeunes, elle est sortie des études un peu perdue et sans compétences lui permettant de trouver rapidement sa place sur le marché du travail. Elle se tourne alors vers un service civique pour se remettre le pied à l'étrier et poursuivre un vieux rêve. De base, moi, je m'étais dit, après ma licence, que ce serait bien que je me réoriente dans un métier du livre. Donc je me suis dit que faire un service civique en adéquation avec les métiers du livre, de la culture, voilà, la médiation culturelle, tout ça, ça pouvait être un plus. Voilà. Au sein de la médiathèque du Sungo, Stéphanie découvre les activités quotidiennes des bibliothécaires, mais aussi d'autres aspects plus méconnus de leur métier. Ces missions portent principalement sur des actions de médiation culturelle. Elle est amenée à nous aider à créer des animations et ensuite à animer des groupes, notamment des groupes de personnes dites empêchées dans le milieu des bibliothèques. Donc ce sont des personnes qui, pour une raison ou une autre, sont éloignées du monde des bibliothèques. Ça peut être parce qu'elles sont porteuses d'un handicap psychique ou mental, ça peut être parce qu'il y a déjà à la base un souci d'accès à la culture, à la lecture. Ça peut être aussi parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Donc on accueille effectivement différentes institutions comme les IME. On peut être amené à aller en EHPAD. On va aussi à l'ATSA de Ferrette pour effectivement proposer des animations à tous ces publics. Travailler de la bureautique, toutes sortes de choses. Enfin, de la bureautique. Alexis est lui aussi en service civique à la médiathèque du Sungo. Le jeune homme donne aujourd'hui un cours d'informatique. Contrairement à Stéphanie, il n'avait jamais envisagé de travailler en bibliothèque, mais lui aussi, en galère dans sa recherche d'un premier emploi, a sauté sur l'offre que lui proposait la structure départementale. Je suis ambassadeur du numérique pour tout ce qui est animation numérique, enfin tout ce qui est dans l'informatique. Il y a pas très longtemps, je donne des cours d'informatique seul maintenant. Avant j'étais accompagné, maintenant je les donne seul. À des personnes qui ont du mal avec l'informatique, ils ont peur, entre guillemets. Et puis après je gère tout ce qui est multimédia. Et bientôt je donnerai des cours dans les autres bibliothèques sur notre site CAI 68 pour leur apprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Créé en 2010, le service civique, c'est l'opportunité pour des jeunes de 16 à 25 ans de réaliser une mission d'intérêt général auprès d'une association, d'une collectivité ou encore d'un établissement public. L'engagement dure de 6 à 12 mois et est indemnisé environ 580 € par mois. Attention, le volontaire n'est ni un stagiaire ni un salarié. Le cadre de ces missions est clairement défini. Ils ne sont pas là pour faire notre travail ou pour effectivement remplacer ou nous aider à faire des missions qui nous incombent. Ils doivent vraiment remplir des missions qui, à la base, n'existent pas ou qui n'ont pas encore été créées. Donc nous, effectivement, on a des idées. Donc on a des choses, on a plein d'envies, on ne peut pas tout faire. Donc à partir de là, on a créé des missions pour répondre à des besoins et à des demandes. Rencontrant un succès grandissant auprès des jeunes, le service civique se développe peu à peu et s'inscrit dans les parcours de vie. Certains venant y chercher une première expérience, d'autres une découverte ou encore des compétences. Nous sommes là pour les aider concernant leurs projets professionnels, mais notre but principal, c'est que lorsqu'ils ressortent de ce service civique, c'est qu'ils se sentent grandis, qu'ils aient des nouvelles compétences qu'ils n'avaient pas forcément, ou justement qu'ils aient pu les prolonger et les développer. Et d'un autre côté, nous apprenons aussi énormément d'eux. Comme disait ma collègue, c'est un regard neuf et c'est que du positif. Alexis et Stéphanie, deux parcours différents, mais tous deux témoignent d'une expérience positive. Ça m'apporte beaucoup de choses, de préparer, d'organiser une animation par exemple, ou préparer un cours en avance. On apprend plein de choses en service civique et je trouve ça bien. Je recommande totalement de faire un service civique parce que ça amène des compétences, ça amène une insertion même minime dans le monde du travail. C'est toujours un plus dans un CV.
On retrouve nos 2 jeunes avec les 6 autres volontaires des différents services du conseil départemental. Aujourd'hui, tous rencontrent Brigitte Klinkert pour faire le point à mi-parcours de leur engagement. C'est la toute première année que l'institution départementale recrute des volontaires. Pour cette promotion, on est donc dans l'expérimentation, mais on souhaite en tout cas que cette expérience soit la plus profitable possible aux jeunes engagés. Un service civique, c'est la construction d'un projet personnel. Et ce personnel, ce sont les missions qui sont confiées aux jeunes volontaires, mais ce sont aussi des formations qui sont proposées à ces jeunes volontaires, comme par exemple dans le domaine du secours à la personne, mais également, et nous allons l'expérimenter cette année au conseil départemental, des cours d'allemand pour ceux qui le souhaitent, voire d'autres cours en fonction des besoins qui sont les leurs. En tout cas, il y a au conseil départemental du Haut-Rhin un droit à la formation pour les jeunes au service civique. Au conseil départemental, après cette première expérience très réussie, on souhaite développer le dispositif service civique. Pour l'année prochaine, l'institution souhaite proposer un plus grand nombre d'offres.